Plan de relance, développement économique, pacte de compétitivité, chacun ses mots pour mettre au premier plan des priorités l'activité et donc l'emploi et la croissance. L'engagement est partout affiché, l'enjeu est de taille, mais les promesses semblent plus difficiles à tenir tout autant que les résultats à obtenir. En Isère, le nouvel homme fort dans ce domaine est tout jeune, déterminé, convaincant. Il devra toutefois composer avec une réforme territoriale qui risque bien de réduire ses marges de manœuvre et aussi des partenaires locaux potentiellement hostiles. Élu il y a à peine un an à la tête de la ville de Voiron, sa carte de visite a soudainement pris de l'épaisseur ces dernières semaines. Julien Paula est notre invité, bonjour. Bonjour. Maire UMP de Voiron et depuis peu vice-président du conseil départemental de l'Isère, vice-président également de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Récap Info sur Télé Grenoble. Chaque week-end, ceux qui font l'actu viennent la commenter sur notre plateau. Le Récap Info pour savoir et pour comprendre. Cette semaine donc avec Julien Paula. Alors le 29 mars dernier, il y a quelques semaines, avec votre binôme Anne Gérin, vous avez été élu conseiller départemental du canton de Voiron avec 58% des voix. Belle élection. Oui, c'était une vraie satisfaction parce que ça coïncidait presque un an jour pour jour avec mon élection à la mairie de Voiron et pour Anne Gérin, son retour dans la majorité à Vorep en tant que première adjointe. Et évidemment, à cette date anniversaire, on avait beaucoup d'anxiété de savoir quelle était l'opinion que pouvaient porter nos administrés sur la gestion municipale qu'on essayait de mettre en œuvre au jour le jour. Et donc on a toujours des retours, hein, on sent l'ambiance. Mais la sanction des urnes, c'est quand même tout à fait déterminant. Et en ce qui nous concerne, je pense pouvoir dire qu'au travers de cette élection départementale, on a reçu un témoignage d'adhésion et d'encouragement à poursuivre. Loin de considérer que le bilan soit acquis, mais il faut qu'on avance. On a recueilli 62% des voix au second tour à Voiron, ce qui améliore significativement notre résultat de l'année précédente. Donc c'est une vraie satisfaction et ça nous ouvre des nouveaux enjeux auxquels on s'attelle avec beaucoup d'enthousiasme. Alors votre prédécesseur, c'était Jean-François Gaujour, socialiste, qui avait lui été élu en 2004, puis réélu en 2011 avec 65% des voix, et donc battu cette fois une nouvelle majorité au conseil départemental pour préparer la fin des conseils départementaux en 2020-2021. Écoutez, ça c'est aux législateurs qu'il appartient de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, tous ceux qui se sont engagés dans cette élection se sont posé la question de savoir pour combien de temps ils y allaient, puisqu'on nous avait dit dans un premier temps que les départements disparaîtraient. La conviction que j'ai, c'est qu'à cette heure, les départements ont encore beaucoup de compétences, gèrent encore beaucoup de moyens, ont un rôle qui est déterminant dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Donc il était important de pouvoir s'y engager. Si dans 6 ans le département disparaît, si entre-temps ses compétences changent, ma foi, on composera avec, on est confronté à certaines incertitudes. Bien ma foi, on fait avec, on n'a pas le choix. Mais pour vous, cet échelon, il est important ou il peut être accessoire si les compétences sont transférées de façon... Je pense qu'il faut que les compétences se réorganisent. Il est bien évident que ce qui pose problème, c'est les compétences quand elles sont partagées entre différents partenaires. Je prends un exemple, en matière culturelle, on sait que les communes ont une responsabilité, le département en a une, la région aussi. Donc on est obligé, pour boucler des projets, d'associer tous les partenaires qui ne sont pas nécessairement toujours d'accord. Donc évidemment, ça traîne et c'est pas évident. Il faut qu'on clarifie les compétences du qui fait quoi, mais moi je crois quand même dans la pertinence de l'échelon départemental. À titre personnel, évidemment je ne serai pas candidat à la région au mois de décembre parce que j'ai du mal à me sentir concerné, à avoir la même passion quand il s'agit de dossiers qui vont concerner le fin fond de l'Ardèche ou de l'Ain ou d'Auvergne maintenant, qui sont des territoires dans lesquels parfois j'ai jamais mis les pieds. Je me sens pas très concerné par ces gens-là, j'imagine mal m'y investir par conséquent. Alors que le département, pour moi, c'est une entité qui a quand même du sens par rapport à notre vie quotidienne. La présence des territoires urbains, comme la métropole dans le département, est-ce que c'est encore très cohérent d'avoir un conseil départemental qui agit sur une métropole elle-même très puissante ? La métropole a pris de la puissance et elle va peut-être continuer à en prendre. Et c'est bien, parce qu'il faut qu'on organise les pôles de centralité urbain autour de Grenoble. On a besoin, dans l'intérêt du département, que Grenoble soit une capitale forte, y compris côté Pays Voironnais, que je représente et duquel je suis issu. Mais on ne peut pas réduire toute la diversité du département de l'Isère à cette seule métropole. Il y a des zones périurbaines qui fonctionnent de manière autonome, il y a des zones de montagne, il y a des zones rurales. Donc de ce point de vue-là, l'essor de la métropole, à mon sens, ne vient pas remettre en question la pertinence du département. Mais on ne peut pas faire comme dans le Rhône, par exemple, une agglomération, une métropole très très forte, et puis
un conseil départemental qui agit en dehors et exclusivement en dehors de cette métropole? Ma foi, pourquoi pas? Il faudrait l'envisager. Bon, ça supposerait quand même, dans un premier temps, que les vues soient partagées au moins sur ce qu'on ambitionne de faire à l'échelle du territoire. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, les élus qui président aux destinées de la ville de Grenoble sont sur des positions qui les isolent un peu. Partant de là, le travail en commun paraît un peu compliqué dans l'immédiat. Alors dans la foulée de votre élection, fin mars, il y a eu l'installation évidemment du nouveau conseil départemental. Vous avez été élu 9e vice-président en charge, alors accrochez-vous, du plan de relance, des grands projets et du contrat de plan État-région. Une délégation au contour très vaste. Ouais, c'est vaste, c'est des sujets qui sont en plus importants. Mais c'est ceux que j'avais souhaité pouvoir conduire parce qu'ils m'apparaissent totalement déterminants pour l'avenir du département de l'Isère. Et donc voilà, ça va être beaucoup de travail. C'est un travail qui va se faire de manière très transversale. C'est-à-dire que j'ai l'obligation dans les fonctions que je vais exercer de travailler avec mes collègues qui gèrent les infrastructures routières. Le plan de relance, il a vocation à concerner un petit peu tous les pans de l'action du département. Donc ça peut être des travaux de réhabilitation dans les collèges, ça peut être la mise en œuvre de projets culturels, ça peut être des éléments qui participent au développement touristique, ça peut être des dossiers d'ordre économique qui créent de l'emploi. Donc je suis dans une fonction finalement de coordonnateur. Et ça me va plutôt bien parce que j'apprécie bien travailler en équipe. Je pense que le succès, il est nécessairement toujours collectif. Alors dès l'élection, et ça a d'ailleurs été un sujet de campagne à la fin de l'élection, il y avait eu ce fameux plan de relance, 100 millions d'euros promis pour relancer l'activité en urgence dans le département. 100 millions d'euros grâce à l'emprunt. Alors il y aura les dossiers directement gérés par le conseil départemental. Là, a priori, il n'y a pas de souci, vous êtes maître d'œuvre. Et puis il y a les autres, ceux sur lesquels vous n'avez pas la main complète. Voilà, le département, il agit sous deux angles. À la fois, effectivement, comme vous l'avez dit, les projets dont il est maître d'œuvre, il les décide, il les conduit techniquement, il les finance et il les met en œuvre. Et puis, il y a une part essentielle de l'action du département qui se fait en partenariat, en appui aux collectivités locales, les communes, les intercommunalités. Et donc le plan de relance, il a vocation à la fois à déclencher, accélérer ou permettre à des nouveaux projets de voir le jour qui seront pilotés entièrement par le département, et puis aussi à majorer la participation du département dans le soutien à des projets qui sont portés par les territoires. Alors vous avez par exemple promis aux communes qui avaient des projets là fin prêts à démarrer d'augmenter la participation du département de 10%. La subvention donc initialement prévue. Quels sont les retours que vous avez déjà eus ? Alors, pour l'instant, on a surtout des retours de maires qui s'interrogent, savoir si tel de leur projet est éligible à cette disposition. Ça, c'est vraiment la première partie du plan de relance, la première mesure qu'on a pu mettre en œuvre et qui est une mesure d'urgence. Elle vise à faire en sorte que dans des projets qui étaient sous le coude des collectivités et au sujet desquels les maires s'interrogeaient de savoir s'ils les lanceraient en 2015, en 2016 ou en 2017, de faire en sorte que l'arbitrage les conduise autant que possible à faire en sorte que les projets démarrent vite. Donc tous les projets qui ont déjà été accompagnés par le département, la décision a été prise, on va majorer la participation du département de l'ordre de 10% à condition qu'un ordre de service soit donné dans les 3 mois. Donc on va voir, les projets vont arriver là dans les semaines qui viennent. Ça va aller vite, 3 mois c'est rapide. Ça va aller très vite et c'était l'objectif d'ailleurs, à la fois pour qu'on revitalise l'activité économique du département, qu'on soutienne en matière d'activité économique et donc d'emploi le BTP et puis le milieu de l'artisanat. On sait que c'est des milieux qui sont en souffrance, la formule qu'ils ont employée c'est vos chantiers sont nos emplois et donc c'est quelque chose qui concerne véritablement tout le champ économique du département et presque toutes les familles sont concernées par ça. Ce qu'on peut d'ores et déjà constater, c'est quand même que au regard du nombre d'interrogations qui nous parviennent des maires, on sent que c'est une disposition qui recueille véritablement leur intérêt. Il y a un potentiel. Il y a un vrai potentiel, à n'en pas douter. Et les sujets sur lesquels le conseil départemental est maître d'œuvre, par exemple, quels sont les grands projets qui ont un peu traîné et qui là vont démarrer d'ici la fin de l'année ? Alors, honnêtement, à ce stade, il serait un peu prématuré pour moi de le dire. On est dans l'inventaire. Voilà, on est dans l'inventaire. On a demandé au service du département, ça c'est le président qui s'en est chargé, d'établir la liste précise de tous les projets qui sont dans les cartons et qui seraient susceptibles de pouvoir être enclenchés rapidement si tant est qu'on les finance. Et puis après, ça peut être des projets d'envergure très différentes. Mais on sait que ça va très doucement, les marchés d'appel, enfin les appels d'offres, le marché public, c'est des règles très précises qui prennent du temps. Est-ce que on va aussi avoir un choc de simplification pour accélérer les procédures ? Oui, c'est l'objectif
l'objectif aussi, hein. On veut trouver des nouvelles modalités, notamment dans les conférences territoriales, hein, que les élus connaissent bien parce que c'est les dossiers à remplir pour qu'un projet soit éligible au soutien du département. On va essayer de simplifier les choses sous cet aspect-là. Mais après, c'est vrai qu'on est dans un pays qui est quand même très administratif, qui est pénalisé par les délais de constitution des dossiers. Et en même temps, ça sert aussi parfois de refuge à ce que certains masquent derrière ça leur incapacité à décider vite. Et avec de la volonté, on peut malgré tout avancer vite sur certains aspects. Donc là, les chantiers départementaux du plan de relance, ils ont vocation à être très larges. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'en faire que de l'enrobé ou du confortement d'ouvrages routiers ou autres, mais de pouvoir revitaliser, des chantiers qui ont une portée touristique, des chantiers qui ont une portée économique, d'autres qui ont une portée culturelle. On ne veut pas, par définition, restreindre le champ d'action de ce plan de relance qui vise à pouvoir redonner un regain d'activité dans tous les registres. Alors vous êtes vice-président au grand projet. Quand on parle des grands projets dans notre agglomération, on évoque la 51, l'autoroute Grenoble-Sisteron, on évoque l'élargissement de la 480, la requalification du Rondeau, qui ne sont pas forcément des dossiers sur lesquels le conseil départemental a la main complètement. Alors comment on fait du coup pour accélérer les choses? Alors il y a des dossiers sur lesquels le département est globalement maître, mais la plupart de ces grands projets, effectivement, ils mobilisent des partenaires qui sont d'autres collectivités publiques, la métro, la ville de Grenoble parfois, l'État, ou même des partenaires privés. Il y a des concessionnaires autoroutiers qui sont aussi impliqués, si on parle par exemple de l'élargissement de la 480. Donc là, il y a un travail de discussion à pouvoir mener, et puis de positionnement qui soit un positionnement clair. Parce que la vérité, c'est quand même que sur beaucoup de ces grands projets qui ne sont pas révolutionnaires, c'est des projets dont on entend parler depuis longtemps. Moi, j'ai démarré ma vie politique, on en parlait déjà, et depuis maintenant 12-15 ans, je m'échine à dire qu'il faut qu'ils puissent voir le jour. J'ai maintenant la capacité d'y contribuer, donc évidemment, j'en suis heureux. Mais il y a eu parfois quand même un jeu de dupes de certaines collectivités qui, parce qu'elles étaient prisonnières d'accords politiques de majorité entre des socialistes et des écologistes, pour ne pas les citer, ils étaient incapables en fin de compte de déterminer une position claire qui, au-delà de l'affichage, permettait d'avancer. L'avantage avec la nouvelle majorité au département, c'est qu'on est prisonnier d'accord avec personne. On a pris des engagements qui étaient clairs sur ces grands projets dans le cadre des campagnes à l'issue desquelles on a été élu. Donc on a maintenant les moyens d'avancer. Sauf que vous vous retrouvez face à des collectivités qui forcément ne partagent pas obligatoirement votre avis? Pas obligatoirement, non. Donc c'est pour ça qu'il va falloir discuter. Je pense que, au regard de tout ce qu'il y a à accomplir et au bénéfice quand même des populations de manière générale, on aura des concessions à faire et des concessions à obtenir en face de nous aussi. Donc on est résolument dans une position de dialogue. On ne veut pas que des projets d'intérêt public qui concernent véritablement l'attractivité du sud du département, qui concernent le confort des populations. On ne veut pas que ces projets-là soient prisonniers d'opposition, de clivages partisans qui les empêcheraient d'avancer. Alors parmi les autres grands sujets, il y a évidemment la création d'activités. Alors cette semaine, on a vu poser la première pierre de la nouvelle plateforme photonique du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique. Cette première pierre posée par de nombreux élus à Grenoble. Le bâtiment fera un peu plus d'1 hectare pour travailler sur l'éclairage à LED, sur les écrans. Vous allez comprendre avec ce reportage d'Olivier Escalon. Maintenir Grenoble dans son rôle de pôle mondial de la recherche, ils sont là pour ça. Conseil régional, départemental, métropole et municipalité unis dans la pose de cette première pierre de la plateforme photonique sur le campus de Minatech. Une fois construit, le bâtiment de 6 niveaux devrait rassembler 260 ingénieurs et techniciens, ainsi que l'ensemble des activités dédiées à l'optique et à la photonique de l'Institut Leti du CEA. Donc c'est un lieu dans lequel vont se rencontrer des gens de différents horizons. Des gens spécialistes de microélectronique, des gens spécialistes de capteurs, des gens spécialistes d'optique, des gens spécialistes de logiciels, des gens spécialistes d'électronique qui vont concevoir ensemble de nouveaux systèmes optiques pour le futur. Donc c'est vraiment un lieu de convergence de technologies et de convergence d'acteurs. La photonique, c'est la science de la manipulation des photons. Elle permet de transmettre des informations par le biais de la lumière et non plus par celui des électrons. Cette technologie a le mérite de charrier des données plus importantes et plus vite que la microélectronique. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, la photonique, on l'utilise tout le temps. Par exemple, quand on utilise son téléphone portable pour chercher sur Internet, en fait, à un moment donné, on passe par des technologies photoniques pour communiquer de l'information. L'éclairage, c'est aussi de la photonique. Il y a certains capteurs qui sont de la photonique. Les phares des voitures, les caméras qu'on voit partout maintenant, c'est de la photonique.
La plateforme photonique doit incarner la convergence des technologies de la microélectronique et de la photonique. L'objectif, utiliser des photons pour échanger des informations numériques à l'intérieur même des composants électroniques. Le CEA Leti développe déjà des produits issus de cette technologie dans les domaines de l'éclairage LED, de l'imagerie infrarouge ou de l'affichage par exemple. Alors, un exemple de photonique que nous avons ici, c'est tout simplement réaliser un micro-écran, c'est-à-dire un écran, c'est un objet de photonique qui convertit des électrons en photons. Et concrètement, ici, on va essayer de réaliser une image puisque c'est un écran. Et cet écran a cette chose de particulier, c'est qu'il est de très petite taille, c'est un micro-écran, il fait quelques millimètres de côté. Par contre, il va avoir la qualité d'image d'une télévision ou d'un écran classique. Ces micro-écrans sont déjà commercialisés par une start-up grenobloise et utilisés dans les viseurs d'appareils photo de grandes marques internationales. Grenoble est le deuxième pôle mondial de la photonique. La filière représente 1500 emplois et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, un levier de croissance. Votre travail, ça va être d'en trouver d'autres. Pour cela, le département peut s'appuyer sur l'AEPI, l'agence d'études de promotion de l'Isère, qui dépend du conseil général, du conseil départemental maintenant, dont le statut a évolué en janvier dernier. Le président de l'AEPI, c'est Christian Pichou, l'ancien vice-président du conseil général, qui n'est plus élu aujourd'hui. Il gardera la présidence de l'AEPI ? Écoutez, les choses vont être déterminées dans les semaines qui viennent. À l'issue du renouvellement des collectivités, un certain nombre d'administrateurs changent et c'est les administrateurs qui désignent qui doit présider l'institution. Donc on laissera le soin aux administrateurs de le déterminer. Ce qui compte, c'est de se poser la question de savoir véritablement comment on organise la conduite des opérations publiques au service de l'économie. Alors qu'on sait que là aussi, on est vraiment au cœur des compétences qui doivent être redistribuées entre les différents partenaires. Il semblerait que dans les années qui viennent, ce soit la région qui soit chef de file en matière d'économie. La question qui se pose, c'est de savoir si, sous prétexte que l'économie doit devenir chef de file de la région, le département abandonne toute activité en la matière. Et je pense qu'il est quand même important, combien même la région serait pilote à titre prioritaire, que le département conserve la capacité à faire la promotion de notre territoire pour continuer à être attractif vis-à-vis des entreprises. Ça peut être la fonction de la EPI. Voilà, c'est un outil. Sauf que cette compétence-là, elle semble tranchée. C'est la fameuse loi NOTRe dont on parle régulièrement dans cette émission. Cette loi qui va redistribuer les compétences de chaque collectivité territoriale. Les conseils départementaux peuvent poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique jusqu'au 31 décembre 2016. C'est ce que prévoirait la loi NOTRe qui n'a pas encore été votée. Oui, mais l'EPI à ce stade, c'est un outil qui a été quand même autonomisé par rapport à la gestion du département et qui implique des représentants de collectivités très différentes. Il y a des représentants de la région, il y a des représentants du département, des intercommunalités qui interviennent aussi dans la promotion économique des territoires à une échelle un petit peu plus réduite. Donc il faut qu'on voit justement, l'enjeu c'est qu'au travers des transferts de compétences qui vont s'organiser, à la fois on est des collectivités qui ont la puissance d'agir de manière efficace, comme l'aura demain la région, qui est quand même une collectivité de taille évidemment supérieure, donc avec des moyens à la hauteur. Mais sans perdre de proximité. Sans perdre le contact avec la réalité du terrain. On sait qu'en matière d'économie, de bassin d'emploi, de bassin d'activité, la région, c'est aussi trop gros si on n'organise pas des relais intermédiaires. Donc il faut fonctionner en bonne intelligence pour que ces différents organismes ne fassent pas de parasitage, ne conduisent pas une concurrence entre eux et qu'on n'ait pas de doublons non plus. Mais si on organise une belle complémentarité, ça peut être intéressant. Donc je le disais, vous êtes vice-président du département en charge de la relance des grands projets et vous êtes premier vice-président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais où vous êtes aussi en charge de des implantations économiques, de l'animation économique. Est-ce que ça risque pas soit de vous gêner, cette double casquette assez parallèle, ou est-ce que ça risque pas finalement de favoriser le Pays Voironnais au détriment du reste du département ? Non, écoutez, je pense que ce qui importe quand on occupe plusieurs responsabilités, c'est de veiller à ce qu'elles soient complémentaires. Et en l'occurrence, moi j'ai un credo, vous savez, il y a une chose qui me mobilise en priorité, c'est de faire en sorte que nos territoires soient attractifs. Je considère qu'en matière d'économie, le rôle des collectivités, le rôle des politiques, ce n'est pas évidemment de faire l'économie à la place des acteurs économiques. On n'est pas habilité, on n'a pas les compétences requises pour donner des leçons à un chef d'entreprise, de lui expliquer comment il doit gérer sa boîte. Mais notre responsabilité, c'est d'organiser un environnement qui soit propice à ce que des entreprises viennent s'y installer, viennent grandir, développer du business dans des bonnes conditions. Ça passe par des infrastructures d'accès, de transport, de communication qui soient à la hauteur. Ça passe par la communication qui permet de faire la promotion des atouts du territoire. Et moi, au quotidien,
ma vocation, mon rôle, c'est ça. Autant en tant que maire qu'en tant que vice-président de l'Interco, qu'en tant que vice-président du conseil Il n'y aura général. pas une tentation du vice-président du département à attirer un peu plus les entreprises sur son pays voironnais? Bon, écoutez, moi je suis aujourd'hui investi de développer l'ensemble du département et j'ai d'autres collègues dans l'Assemblée départementale qui sans doute Qui sont se aussi... chargeront de vous... Qui sont sans doute à leur échelle également soucieux du développement du territoire duquel ils sont issus en priorité. Et donc on fera en sorte les uns et les autres de se surveiller de manière à ce que le développement soit équilibré. Allez, le pays voironnais et Voiron, on en reparle dans la deuxième partie de cette émission avec Julien Paulin. On va faire le bilan de 1 an de mandat à la tête de Voiron. À tout de suite. Le récap info, deuxième partie, pour savoir et comprendre cette semaine avec Julien Paulin, vice-président du département, vice-président du pays voironnais et depuis un peu plus d'1 an, maire de Voiron. Et c'est pour ça qu'il est notre invité maintenant. On va faire le bilan de ces 1 an tout juste. On l'a vu, pas mal de mandats importants qui vont vous demander du temps. Le mandat de maire, c'est le mandat prioritaire. Ici, en juin dernier, vous me disiez... c'est le mandat incontournable. Oui, c'est celui grâce auquel tout le reste est possible. Je ne serais ni vice-président du Pays voironnais ni vice-président du département si je n'étais pas maire. C'est vraiment le mandat des passionnés, le mandat du maire. Mais là, vous allez être un peu moins maire finalement et un peu plus non, pas du tout. vice-président. Pas du tout, parce que ce à quoi j'ai justement veillé, c'est de faire en sorte de pouvoir disposer de leviers et d'outils qui soient très complémentaires à la fonction initiale que j'exerce. Moi, j'ai beaucoup d'ambition pour ma ville. On s'est engagé avec une équipe qui était une équipe très largement renouvelée, au sein de laquelle il y avait aussi des gens qui avaient beaucoup d'expérience. Et on a eu tous une véritable ambition pour la ville. On a considéré qu'elle avait pris du retard, qu'elle avait perdu quelques-uns des atouts qui faisaient sa force et qu'il fallait lui redonner vraiment un rôle moteur. Mais on s'aperçoit aussi que le meilleur moyen de donner un rôle moteur à une collectivité, c'est de pouvoir s'associer le partenariat utile et efficace de ceux qui sont au-dessus et qui vous permettront d'avancer. Le meilleur moyen que le partenariat se fasse bien, c'est d'y avoir un pied en direct. Alors vous êtes très jeune, déjà beaucoup de responsabilités. Certains, dans votre propre camp, vous promettent un avenir national, parlementaire, secrétaire d'État, on entend des fois. Voiron, c'est quoi aujourd'hui? C'est un peu votre vitrine, votre appartement témoin, votre tremplin? C'est d'abord le territoire auquel je suis profondément attaché. Et je ne dis pas ça... comme une formule à l'emporte-pièce. Moi, je ne suis pas natif du territoire. Je me suis installé à Voiron et dans le pays voironnais par coup de cœur et parce que j'ai choisi d'y construire ma vie. On ne s'installe pas quelque part dans l'intention d'y être élu, parce que c'est une élection, c'est vraiment aléatoire. J'ai été candidat aux élections municipales, j'étais pas favori à l'origine, et j'étais donc absolument pas certain de pouvoir exercer des fonctions d'élu. Les choses se sont bien passées, tant mieux, mais je suis attaché à Voiron, au Pays voironnais, j'ai bien l'intention d'y rester. Quant à savoir ce dont sera fait l'avenir, c'est toujours très incertain. Vous m'auriez demandé il y a 1 an et demi si aujourd'hui je m'attendais à être ce que je suis aujourd'hui. Assurément pas. Donc les choses peuvent avancer vite, comme elles peuvent aussi parfois vous occasionner des obstacles ou des accidents auxquels vous n'attendiez pas. Ce qui est sûr, c'est que je considère qu'on est légitime à exercer des responsabilités plus importantes à la condition d'avoir déjà fait son travail et ses preuves dans ce qui vous appartient de faire. Quel que soit l'avenir auquel je me destine, en politique ou dans autre chose, parce que j'ai peut-être pas vocation à faire de la politique toute ma vie non plus. Non, mais vous êtes sûr de ça ? Écoutez, je pense que on a besoin, me semble-t-il, dans la vie politique aujourd'hui, d'avoir des profils qui ne font pas de la politique le ciment de toute une vie. Et je préfère, honnêtement, que la politique, elle serve en début de carrière professionnelle, quitte à ce qu'à un moment donné on la quitte pour pouvoir valoriser son savoir-faire dans le privé, dans d'autres circonstances, plutôt que d'avoir une vie politique qui est le réceptacle des gens qui s'ennuient à la retraite après avoir vu une vie professionnelle et qui s'y dirigent à ce moment-là parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. Je dois préciser que vous avez aujourd'hui 31 ans, donc ça vous laisse évidemment tout le temps de vous préparer peut-être pour les législatives dans quelques années. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, j'ai intérêt
pour ma ville et pour moi, à réussir. à ce que nous réussissions dans ce que nous C'est entreprenons. sûr. Alors, on va pousser les portes de l'hôtel de ville de Voiron et on va évoquer plusieurs gros sujets. Évidemment, les finances, tout d'abord. On l'a vu cette semaine, après avoir longtemps tiré la sonnette d'alarme, de nombreux maires de grandes villes ont dû se résoudre à augmenter les impôts locaux. Plus 15% en 2 ans à Toulouse, plus 10% cette année à Lille, 5% de plus à Marseille, Lyon, Bordeaux, plus 3% à Strasbourg. À Voiron, ce sera plus 0%. C'est une promesse de campagne. Absolument. Au moins pour cette année, vous y arrivez. Oui, mais on a pris l'engagement qu'on n'augmenterait pas les taux de fiscalité communale dans les 6 ans qui viennent. Et c'est un enjeu, une promesse que j'ai bien l'intention de tenir. On l'a fait cette année, c'était notre premier budget. Donc à ce jour, on est évidemment totalement fidèlement sur la ligne qu'on a déterminée. Et puis j'ai bien l'intention qu'on continue comme ça. Mais c'est une promesse qui sera très difficile à tenir. On évoque souvent l'abandon de l'État avec la baisse de dotation. Pour Voiron, ce sera 540 000 € à trouver chaque année dans les années qui viennent. Alors, tenir sa promesse, c'est bien, mais si c'est au prix de la qualité du service public, est-ce que c'est vraiment bien ? Maintenant, tout l'enjeu, c'est justement de faire en sorte que cet engagement de gestion vertueuse du levier fiscal, elle ne se fasse pas au détriment du nombre et de la qualité des projets qu'on conduit. Comme pour la dette d'ailleurs. Le département s'était enorgueilli pendant longtemps d'avoir une dette qui était excessivement faible, mais ça s'était fait parce que le nombre d'investissements était très limité. Donc il faut qu'on fasse preuve de créativité pour générer des économies sur le fonctionnement, ce qui permettra de ne pas alourdir la dette, de ne pas augmenter les impôts et en même temps de continuer à investir. Oui, parce que vous, voilà, votre objectif, c'est de continuer, de maintenir, voire d'augmenter la capacité d'investissement. Bien sûr. Écoutez, honnêtement, ne pas augmenter les impôts et se désendetter, c'est pas compliqué si vous faites rien. Conduire beaucoup de projets en s'endettant et en augmentant les impôts, c'est pas compliqué non plus. Ce qui est difficile, c'est de concilier tout ça. Alors comment on va s'y prendre ? Eh bien, on s'y prend en faisant des efforts dans les économies de fonctionnement. Alors, il y a des choses très concrètes. On s'efforce de contenir la masse salariale autant que possible, ce qui n'est pas forcément évident parce que le statut de la fonction publique ne permet pas d'être très malléable sur cet aspect autant que dans le privé par exemple. Alors comment on fait ? On ne remplace pas les départs en retraite ? Voilà, vous avez un agent qui part à la retraite ou qui, de son propre chef, décide de se muter dans une autre collectivité, on fait en sorte qu'un équivalent temps plein ne soit pas systématiquement remplacé par un autre équivalent temps plein. Si on peut éviter de le remplacer en réorganisant les services autrement, on privilégie cette solution-là. On mutualise une partie des services de la ville avec le Pays voironnais, parce qu'en regroupant les services, on est aussi capable de dégager des économies. Puis après, il y a d'autres leviers. On a renégocié des emprunts qui pesait sur les épaules de la ville, ce qui permet de diminuer le poids de l'annuité. On a renégocié des contrats de marché d'assurance. On fait des économies substantielles en faisant ça. On instaure le marché zéro déchet. C'est-à-dire qu'on dit aux forains, vous venez sur le marché, les déchets que vous produisez sur le marché, ce sont vos déchets, donc vous repartez avec, plutôt que de les laisser à la charge de la ville quand vous partez. On fait l'équivalent de 30 000 € d'économie par an. Voilà. Donc tout ça, mis bout à bout, on arrivera aux 540 000 € par an. En tout cas pour l'instant. Je pense que dans les années qui viennent, quand on aura épuisé toutes ces solutions qui sont finalement les plus simples à mobiliser et à mettre en œuvre, même si ça demande qu'on fasse des efforts, il faudra qu'un jour, on se pose la question de savoir quel est le cœur de métier de la collectivité, quel est le cœur métier de la ville, et par conséquent, à quel service on doit renoncer. Nécessairement, on va être obligé de se poser la question en ces termes-là, et ça se fera parfois avec des difficultés, douloureusement, mais en même temps, il faut avoir le courage d'assumer ces réalités-là, parce que si on les conduit, c'est bien dans l'intérêt général, dans l'intérêt des contribuables et des habitants. Je ne vous dis pas quels sont ces services, parce que vous ne me le diriez pas, mais on suivra ça évidemment de très près, juste pour qu'on... On y répond déjà en partie, cette question-là, on ne se dérobe pas, mais on dit simplement qu'il faudra qu'on les traite, les questions au fur et à mesure. C'est quels services précisément qui sont plus du cœur de métier d'une collectivité Il y a des services qui aujourd'hui sont financés intégralement par la ville, alors qu'ils servent des bassins de population à une échelle beaucoup plus large. Est-ce que la ville de Voiron a aujourd'hui encore les moyens de financer des services qui bénéficient à un territoire plus large et pas simplement à ses seuls contribuables ou ses seuls administrés? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de le faire, clairement, par exemple. Pour qu'on comprenne bien, c'est combien de fiches de paye, la ville de Voiron? Un peu plus de 500. Et on précise donc que la masse salariale, c'est un peu plus de 60% du budget de fonctionnement. Budget de fonctionnement qui est de 27 millions d'euros, 7 millions d'euros en investissement, donc pour un budget primitif global de 34 millions d'euros pour la ville de Voiron. Vous voulez inverser l'augmentation des dépenses de fonctionnement, ça veut dire que vous voulez baisser, pour être clair, les dépenses de fonctionnement. Alors de ce point de vue d'ailleurs, ça nécessite qu'on travaille
en étroite collaboration avec les agents de la ville. Ce sont quand même eux qui sont les artisans au quotidien de l'action municipale qu'on conduit. Les élus prennent des décisions et les agents les mettent en œuvre au quotidien. Et si on était dans une opposition frontale où on demandait de faire des efforts aux agents qui refusaient de le faire, on s'en sortirait pas. J'ai la chance, honnêtement, à Voiron, d'avoir des agents municipaux qui sont vraiment viscéralement attachés à la notion de service public qu'ils rendent au quotidien, qui sont force de proposition. Ils me proposent des choses qui sont génératrices d'économie parce qu'ils ont bien compris qu'il en va de la survie de la collectivité et c'est donc dans leur intérêt, autant que dans le mien, celui des élus, et que dans l'intérêt des habitants au final. Je l'entends bien, il faudra prendre des décisions courageuses, c'est ce que vous nous dites, pour ne pas augmenter les impôts d'ici la fin du mandat. Autre sujet qui a agité la campagne municipale il y a un peu plus d'un an, le stationnement, les déplacements dans la ville de Voiron. Alors concernant le stationnement, c'est évidemment étroitement lié à l'économie, à la santé du commerce. Vous avez récemment inauguré toute une série de places de parking. Les commerçants en sont très satisfaits. Moi, j'ai de l'emploi à protéger, de l'emploi qui dépend de la clientèle et la clientèle dépend de la possibilité d'accueillir leurs véhicules, hélas, puisqu'on a une couronne qui est plus rurale que urbaine. Alors ce nouveau parking des Frères Tardy était une nécessité dans le sens où c'est vrai qu'on a beaucoup d'attractivité au niveau de la couronne de nos clients et on était saturé au niveau des voitures. Donc c'était plus qu'une nécessité pour conserver le commerce de proximité. Donc le parking des Frères Tardy, qu'on comprenne bien, c'est 81 places, hein, je crois. Il y a eu d'autres places, alors un peu plus à la marge. Où est-ce qu'on les trouve, ces places de stationnement? Est-ce qu'elles ont été auparavant peut-être un petit peu trop chassées? Alors on a créé 120 places de stationnement en centre-ville en l'espace d'un an. Il y a les 81 places du parking des Frères Tardy dont on vient de parler, et puis on a ouvert d'autres espaces. Il y a une rue qui a été mise en sens unique alors qu'elle est à double sens, mais le double sens était peu utilisé, ce qui nous a permis de créer 11 places. Il y a une route à côté de l'église Saint-Pierre, donc Faubourg Saint-Maurent, qui était large de manière un peu inutile. On a pu réduire les voies de circulation pour créer une vingtaine de places. Il y a des zébras qu'on a raccourcis de manière à ce qu'on puisse y mettre une voiture de plus. Il y a des stationnements qui étaient en créneaux qu'on a transformés en stationnement en épi pour qu'on puisse augmenter le nombre de places. Donc il faut de la créativité et il faut qu'on néglige absolument rien, parce que c'est en créant les places par poche de 2 ou 3 qu'au final on finit par obtenir de la quantité. Mais là où d'autres villes disent en ce moment il faut limiter l'arrivée des voitures en centre-ville pour privilégier les transports en commun, vous faites le contraire. Moi je pense que on ne conduit pas des politiques publiques par la contrainte. C'est pas en faisant en sorte de rendre la vie impossible pour les automobilistes que les automobilistes prendront autre chose que leur voiture. Si vous leur menez la vie impossible, ils décideront tout simplement d'aller ailleurs. Donc on a besoin aujourd'hui des gens qui viennent à Voiron en voiture pour y consommer, pour y accomplir leurs loisirs. On a besoin que ces gens-là continuent d'enrichir la ville de leur mouvement, de leur consommation, de ce qu'ils apportent comme activité. Et il faut qu'on sache y répondre. On ne peut pas faire de dogmatisme en la matière. On investit aussi pour développer le transport en commun, les modes de déplacement alternatifs, mais on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Alors on y vient précisément, le pôle d'échange entre les gares SNCF, gares routières, on en est où? Les travaux devraient débuter cette année? Absolument. Les travaux vont démarrer cette année pour la gare routière sud, donc côté quartier diversité, de manière à ce que les liaisons bus puissent s'accomplir dans des meilleures conditions et notamment que des bus cessent d'encombrer des avenues qui étaient vraiment engorgées aux heures de pointe parce qu'ils prennent de la place évidemment sur la voirie, alors qu'il n'était pas nécessaire pour eux de passer par là. Donc on va organiser des circulations qui vont permettre de fluidifier les circulations. Donc révision du plan de circulation? Non, pas le plan de circulation, simplement le trajet qui va être emprunté par les bus ne sera pas le même, puisque en ayant la gare routière au sud de la voie ferrée plutôt qu'au nord, en partie, ça va éviter que des bus montent jusque dans le centre. Voilà. Donc ça, c'est une contribution, ça va permettre d'améliorer les conditions d'accueil et de confort aussi des passagers, et donc de développer véritablement ce mode de moyen en lequel on croit. Mais vous voyez, c'est bien la preuve aussi qu'on peut améliorer les conditions de transport en commun sans faire la guerre à la voiture. Il y a un autre dossier qu'on suit depuis très longtemps, alors pour le coup on l'a suivi aussi avec vos prédécesseurs, c'est l'achèvement du contournement routier de Voiron. Ouais, alors ça c'est un projet qui est majeur aussi, parce que il faut qu'on fasse en sorte que des gens qui ont l'intention de contourner Voiron ne soient pas obligés de la traverser,
et aujourd'hui c'est en partie ce qui se passe. Et puis il y a des enjeux pour des villages périphériques qui eux aussi sont traversés par les gens qui veulent couper tout simplement. Donc ça occasionne des problèmes de sécurité qui sont importants. Donc là on a un cofinancement du département sur cette c'est un projet le Pays Voironnais. Ouais, c'est le département essentiellement qui est maître d'ouvrage et qui porte l'essentiel des financements là-dessus. Donc moi j'ai pris l'engagement que ce projet puisse voir le jour. Je me suis doté des moyens pour pouvoir faire en sorte que ce soit le cas, puisque aujourd'hui, en tant qu'élu du département, je veillerai à ce qu'il puisse l'être. Donc ça va faire partie des chantiers prioritaires là, du plan de relance ? Écoutez, moi en tout cas, je me bats pour ça, c'est clair. Je me bats pour que ce contournement soit une priorité du département. Politiquement, tous les maires concernés aujourd'hui ont validé le tracé de ce segment routier qui doit voir le jour, donc il n'y a plus d'obstacles politiques. Techniquement, on a aujourd'hui une vision assez précise des ouvrages qui doivent être construits pour pouvoir lui permettre aussi de voir le jour. C'est pas évident parce qu'il y a une forte déclivité, c'est un coteau, mais on sait techniquement ce qu'il faut supporter pour le faire. Donc il reste plus qu'à engager les financements nécessaires, et je pense que par sa politique d'investissement véritablement volontaire, le département va pouvoir avoir les moyens de le faire. Et puis il faudra de la détermination politique, et on l'a. Le département a un peu traîné les pieds jusqu'à maintenant ? Je pense que le département n'était pas particulièrement moteur en matière d'investissement et d'équipements structurants pour ces communes et ces agglomérations, d'une part. Et puis écoutez, je ferai en sorte de défendre les intérêts du canton de Voiron un peu mieux que mon prédécesseur, avec un peu plus d'énergie. C'est mon ambition. Allez, la sécurité, en particulier la vidéosurveillance, on va en reparler dans un instant. On parlera aussi des grands projets et d'urbanisme avec Julien Paula, le maire de Voiron. À tout de suite. Le récap info, troisième partie, pour savoir et comprendre cette semaine avec Julien Paula, le maire UMP de Voiron, également vice-président du département de l'Isère, vice-président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. On fait un petit peu le bilan de cette année passée à la tête de la ville de Voiron, avec un sujet qui vous a tenu à cœur durant la campagne, la sécurité, et parmi les premières décisions que vous avez prises il y a un an, peut-être un symbole, vous me le direz, le renforcement de la vidéosurveillance. 7 caméras ont été installées dès septembre. On regarde ce reportage et on en reparle tout de suite. Souriez, vous êtes filmé de la place de la République à la rue Montgolfier, en passant par la gare. Cette caméra de vidéosurveillance filme désormais le centre de Voiron, avec un seul mot d'ordre, la sécurité. Alors Voiron, ça n'a jamais été Chicago, et ça n'a évidemment pas vocation à le devenir, mais on ne peut pas se satisfaire de l'insécurité, quelles que soient ses proportions. Aujourd'hui, on a quand même observé des phénomènes violents ces dernières années, en tout cas une dégradation de la situation manifeste dont les statistiques témoignent, qui provoque des préoccupations importantes auprès de la population. Et il faut aujourd'hui que la collectivité elle se donne les moyens de lutter contre l'insécurité, parce que vivre en sécurité, c'est la première des libertés pour nos administrés. En tout, 7 caméras scrutent la ville. 3 sont fixes, les autres pivotent sur 360 degrés. Toutes les images sont ensuite retransmises 24 heures sur 24 au commissariat de la ville. Le but, observer un fait en direct ou réutiliser des enregistrements dans le cadre d'enquête. Les agents de police nationale ne sont pas des, je mets des guillemets, des vidéosurveilleurs. Voilà, c'est pas notre métier premier, c'est pas notre mission première. Notre mission, c'est d'être sur le terrain et voilà, et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc on a un renvoi d'images et donc le but, c'est qu'il y ait quelqu'un dans ce poste de police qui puisse avoir effectivement accès à ces images dès lors où il se passe quelque chose. On est bien d'accord. Un prolongement de l'action policière qui aura coûté près de 180 000 €. Des frais qui comptent l'installation de la fibre optique et des caméras. Et ce n'est qu'un début, puisque la municipalité annonce une amplification du dispositif avec l'ajout de 8 à 10 caméras chaque année. Donc ça, c'était en septembre dernier. Il y a un premier bilan qui peut être fait. Écoutez, on a des élucidations d'enquête qui ont pu voir le jour grâce aux caméras. Il y a eu des interpellations. Il y a aussi une accélération de l'intervention des forces de l'ordre. À savoir que on sait que la gare routière s'était parfois prêtée à ce qu'il y ait des rassemblements, des bagarres qui se déclenchent parce qu'à certaines heures, il y a des attroupements, notamment de jeunes lycéens qui prennent le bus pour rentrer chez eux. Et parfois, il y avait un petit peu d'électricité dans l'air. Et là, dès lors qu'il y a un regroupement, quelque chose qui apparaît comme un petit peu anormal, automatiquement, les forces de l'ordre se mobilisent sur place avant que les conflits ne dégénèrent. Donc, ça a une efficacité qui est incontestable.
C'est un sujet qui maintenant semble faire une relative unanimité à droite comme à gauche. Il y a pas mal de maires de gauche qui investissent. On pense dans l'agglomération à Saint-Martin-le-Vinou, par exemple. Ah oui, parce qu'il ne s'agit pas d'idéologie en la matière. On a besoin de faits, on a besoin d'efficacité. La vidéoprotection, ça n'a pas vocation à se substituer à la présence humaine sur le terrain, autant celle de la police municipale ou de la police nationale. Mais c'est un outil complémentaire que permet la modernité qui renforce l'efficacité. Donc on aurait vraiment tort de s'en priver. Aujourd'hui, les seuls qui viennent encore expliquer que c'est une atteinte aux libertés individuelles, c'est des gens qui sont mus par l'idéologie et le dogmatisme, mais en aucun cas par les réalités du terrain. Dans le reportage, on nous disait que c'était qu'un début. Il y aura une deuxième phase dès 2015. Si on veut que ce soit efficace, il faut que ce soit dimensionné à la hauteur de ce qu'est la ville. Donc on est obligé d'y aller progressivement pour des raisons de réalité budgétaire. Mais donc moi j'ai pris l'engagement que chaque année on étende le réseau, on le développe dans des secteurs qui seront identifiés comme plus sensibles par les forces de l'ordre, la police municipale, la police nationale, qui nous diront quel endroit est le plus pertinent de définir comme prioritaire pour l'accueil de caméras supplémentaires. Et donc on va en mettre 8 à 12 encore cette année. Là, les travaux seront sans doute engagés. Ce sera secteur rue des Quatre Chemins, rue Sermeran, place Jacques-Antoine Gault. Voilà. Est-ce que parallèlement à ce dispositif de vidéosurveillance, les effectifs de la police municipale vont augmenter? Il y a aujourd'hui 6 agents à la police municipale. Alors oui, comme je vous dis, je n'oppose pas le nombre des agents et la présence sur le terrain aux caméras de vidéoprotection. J'avais pris l'engagement qu'on augmenterait les effectifs. Il est déjà en partie tenu, puisqu'on avait 5 policiers municipaux, on en a maintenant 6. On va continuer d'augmenter les effectifs, autant que nos contraintes budgétaires dont on a parlé tout à l'heure le permettront. Mais je considère qu'à l'échelle d'une ville de 20 000 habitants, et si on la compare à des villes de même catégorie ailleurs dans le département et en France, on est encore sous-doté. Donc 6 agents policiers municipaux véritables, 5 agents de la voie publique, donc de patrouille, de vérification du stationnement essentiellement. Ce sont 2 effectifs qui vont croître parallèlement ? On essaye, l'ambition est là, effectivement. C'est ce qu'on souhaite faire. Après, comme je le dis, on fera aussi, sans que ça vienne contrarier les réalités budgétaires auxquelles on veut être attentif, parce que, encore une fois, il s'agit de ne pas augmenter les impôts, il s'agit de ne pas alourdir la dette dans des proportions qui seraient et de baisser les charges de fonctionnement. Et de baisser les charges de fonctionnement. Donc tout ça, c'est des objectifs qui sont parfois un peu antagonistes et qui viennent se parasiter. Mais quand on dégagera des marges de manœuvre qui nous permettront de le faire, on le fera. Encore une fois, ce n'est pas une promesse de Gascon. Il y a déjà un policier municipal en plus qui est présent sur le terrain et qui est opérationnel. Et j'entends bien poursuivre. On a encore 5 années pour le faire. Quand on vous parle de sécurité, vous répondez aussi propreté. Alors, j'ai du mal à faire le lien. Non, c'est une question d'ambiance et d'atmosphère générale. Pour qu'on se sente bien dans une ville, qu'on se sente en confort, en sécurité, l'environnement, la propreté, la qualité des aménagements urbains, elle compte. Je veux dire, selon que vous soyez dans une petite ruelle mal éclairée, sale, où ça sent l'urine, ou que vous soyez dans un espace qui est propre, qui est agréable et qui est bien éclairé, vous n'avez pas le même sentiment d'oppression. Donc vous lancez l'opération Façade propre. Voilà. Cette année, là, 2015. Ça a été lancé. On a déjà effacé plus de 250 tags qui étaient visibles sur la voie publique dans le courant de l'été et à l'automne de cette année. Et on va donc, au travers d'un contrat qui nous lie à un prestataire spécialisé, poursuivre de manière à ce que, autant que possible, dans un premier temps, on rattrape le retard en la matière, parce qu'il y avait une négligence véritable sur les tags qui avaient fleuri partout en centre-ville, sans que manifestement, et en ville de manière générale, pas que dans le centre d'ailleurs, sans que ça ne semble émouvoir les élus qui étaient en charge de ça. Et donc on va rattraper le retard et on va faire en sorte de gagner la bataille sur les taggers. J'ai vu aussi que vous alliez lancer la lutte contre la prolifération des pigeons. Ouais, parce que c'est aussi une source de nuisance et qui pose des vrais problèmes en propreté, puis ça coûte cher. Alors simplement, moi j'ai une sensibilité personnelle qui me pousse à protéger les animaux, donc je suis totalement opposé à tous les principes catégoriques que certains nous préconisent, d'euthanasie ou je ne sais quoi. On ne veut pas faire ça, donc on veut trouver des solutions. Il paraît qu'en déployant des rapaces en ville, qui sont des prédateurs naturels du pigeon, on peut les forcer à aller s'établir ailleurs et donc à limiter leur prolifération. On va essayer ça, on va tester plusieurs dispositifs, mais ça prête à sourire le sujet généralement quand on en parle, et pourtant c'est véritablement, ça pollue la vie des gens pour certains d'entre eux, quand un commerçant le matin il a 3 cm de fiente sur le pas de sa porte, quand on a quelqu'un qui ne peut plus aller sur son balcon parce qu'il est occupé par les pigeons, c'est pas neutre. Allez, autre grand sujet, précisément les grands projets structurants, le fameux
pôle hospitalier sur le secteur des marteaux. Le début de chantier, ça y est, c'est à la fin de l'année, c'est sûr ? Ah non, on n'a jamais dit ça. Justement, moi je veux m'inscrire en faux avec la logique qui avait prévalu ces dernières années, à savoir que tout le monde annonçait oui c'est bon, cette fois-ci les travaux démarrent dans 6 mois. Malheureusement le dossier est un difficile. peu plus complexe, il est difficile, il y a eu beaucoup d'obstacles, on s'attelle à les surmonter un par un. Il y en a certains au sujet desquels on a bien avancé, d'autres qui restent encore à résoudre. L'achat du foncier, par exemple ? Voilà, l'achat du foncier, ça c'est une vraie préoccupation. Sur 12 hectares, 4 avaient été achetés à l'amiable, 8 ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation qu'ont contesté les propriétaires en justice. Et donc on est toujours en contentieux avec eux à ce jour. Moi je souhaite qu'on résolve cette question à l'amiable, parce que c'est le moyen d'aller vite et de tourner la page de cette difficulté. Donc vous relancez les discussions là ? Voilà, on relance les discussions. On va y arriver, je pense. Je suis très optimiste sur ce sujet, parce qu'on a face de nous des gens qui sont responsables, qui ne sont pas opposés au principe qu'un hôpital voit le jour, mais qui demandent simplement à être indemnisés à la juste valeur qu'ils estiment de leur terrain. Ce qui est bien compréhensible pour un particulier, je pense que n'importe qui ferait pareil. Ce qui avance un peu plus facilement, peut-être, c'est l'accès. On sait qu'il va falloir pouvoir accéder, alors soit par la départementale 1075, soit par la 1076, mais là il y a 2 voies d'accès assez lourdes à réaliser. Oui, techniquement parlant, il y a des procédures à boucler, à la fois pour les accès. Donc là, effectivement, les choses avancent bien sur le profil des voiries, sur les ouvrages à réaliser pour les connecter à la rocade d'un côté ou au début de la montée du Verdun de l'autre. On avance. Sur le plan des procédures de déclaration d'utilité publique, on a remis véritablement une dynamique de travail entre tous les partenaires qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc de ce point de vue-là, je pense qu'on s'affranchit des obstacles un par un. Moi, je suis optimiste. L'objectif, c'est des travaux qui puissent démarrer deuxième semestre 2016 pour une mise en service de l'hôpital 2019. Voilà, ça c'est le délai sur la base duquel on travaille aujourd'hui, et c'est le délai sur lequel j'ai bon espoir qu'on puisse aboutir. Si on va un peu plus vite, c'est pas plus mal, mais on n'ira pas plus doucement. On essaiera de pas aller plus doucement, aller plus vite que ça reste illusoire. Après, on peut dire ce qu'on veut pour faire plaisir aux gens. Il y a des réalités. Ouais, enfin, vous savez, les procédures administratives qui supposent qu'il y a des délais de recours aussi qui sont, eux, incompressibles, permettent pas d'aller franchement beaucoup plus vite. Allez, un mot sur l'urbanisme, Julien Paula, un enjeu de taille, puisqu'on sait que Voiron, comme beaucoup de villes de cette strate, perd des habitants, a tendance à perdre des habitants, donc il faut construire. L'un des grands projets, c'est le quartier Diversité, vous en avez parlé, derrière la gare, à proximité du centre-ville, donc un vrai quartier à enjeu. On en est où ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Dans le quartier Diversité, on s'inscrit dans une logique qui est une logique déjà ancienne. Vous l'avez revu quand même, ce projet ? Alors, sur les grands équilibres, non. Ils avaient été déterminés par l'équipe municipale de Michel Brizard, poursuivis par celle de Roland Reville, et moi je continue, à savoir qu'on veut un quartier avec de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on veut que les habitations, elles cohabitent avec des activités économiques qui sont évidemment compatibles avec l'habitat, ou du commerce en pied d'immeuble, et on continue de développer dans cette logique-là. Donc il y a un bâtiment qui était prévu pour le tertiaire, qui a quand même été plus ou moins supprimé. Voilà, je dirais que simplement, moi ce que j'essaye de faire, c'est d'accélérer tout ça. Voilà. On est dans un secteur qui est stratégique, qui est déterminant. Vous l'avez dit, on a besoin de construire du logement pour accueillir des habitants. On avait eu tendance à en perdre. Dernier recensement nous a démontré on commençait à en regagner. Donc il faut qu'on accentue cette dynamique. Donc moi je fais en sorte de lever les obstacles pour qu'on aille vite, quoi. Les Voironnais ont envie que leur ville bouge. Et il faut pour ça qu'on déploie suffisamment d'énergie pour que ça puisse se faire. Alors, on n'évoquera pas d'autres projets, un Baltis avec un désenclavement et une requalification urbaine. Absolument. Le quartier Rossignol, 4,5 hectares, là aussi c'est stratégique. Oui, tout à fait. Et le quartier Brunetière également, beaucoup d'enjeux. Et quand on parle de logement, eh bien, on doit parler des équipements publics qui vont avec, et notamment des écoles. Vous avez décidé de fermer l'école de Pavio à la rentrée prochaine. Il y avait des classes à 3 niveaux. L'inspection d'académie avait trouvé que l'apprentissage n'y était pas forcément facile. Vous avez pris cette décision qui a provoqué un certain émoi. Bah oui, c'est une décision difficile à prendre. Honnêtement, c'est la plus difficile que j'ai eu à prendre depuis le début de mon mandat. Parce que fermer une école, c'est jamais anecdotique. Ça impacte la vie quotidienne des enfants et des parents qui les conduisent. Et puis, c'est une école qui a une histoire. Donc, c'est pas une décision facile à prendre. Et par conséquent, je l'ai pas prise pour me faire plaisir ou pour embêter les gens. Si j'ai pris cette décision, c'est parce que c'est une école qui était en situation fragile. Il y a des effectifs faibles. Je crois qu'il y a 44 enfants en tout et pour tout sur l'école, avec une classe de maternelle et une classe d'élémentaire. Sur la classe d'élémentaire, il y a un triple niveau CP, CE1, CE2.
un triple niveau subi, c'est-à-dire avec les effectifs que la carte scolaire destine à cet établissement et depuis des années et des années. Donc vous allez revoir la carte scolaire, ces jeunes enfants vont être redirigés vers d'autres établissements. Redirigés vers l'école Jules Ferry essentiellement, qui est l'école dans laquelle ils allaient de toute façon à partir du CM1. Donc c'est pas non plus quelque chose qui bouleverse fondamentalement les choses. Mais j'ai été obligé de prendre cette décision parce que dans les premiers jours de mon mandat, c'est l'éducation nationale qui me dit attention, on a une difficulté sur l'école de Pavio qui est en situation de faiblesse liée aux effectifs qui sont trop peu nombreux, l'idéal, ce serait de la regrouper avec une autre école. Et moi, je n'ai pas voulu continuer à bricoler comme ça pendant des années, comme ça a été fait jusqu'à présent. Je suis désolé de le dire. Mes prédécesseurs avaient refusé de prendre leurs responsabilités et de prendre la décision difficile. Moi, je ne veux pas fuir mes responsabilités parce qu'en l'état, ce qui se passait, c'est qu'un enfant que sa domiciliation conduit à l'école de Pavio, il finissait par avoir moins de chances de réussir qu'un enfant qui allait dans une autre école. Et moi, je ne peux pas tolérer cette situation. Allez, Julien Paulin, on arrive au terme de cette émission. Une ou deux questions plus politiques. Vous avez été chargé de mission à l'UMP en Isère. Le nouveau nom de l'UMP, les Républicains, ça vous convient ? M'en fiche. Je m'en fiche, je vous le dis franchement. Ce qui compte dans un mouvement politique, c'est les valeurs qu'il véhicule, celles qu'il défend, sa capacité à porter un projet clair, qu'on s'appelle les Républicains, le Rassemblement ou autre. Moi, j'ai adhéré au RPR à l'origine. J'ai transité dans l'UMP qui voulait dire Union pour une majorité présidentielle. Je suis aujourd'hui dans l'UMP qui veut dire Union pour un mouvement populaire. Honnêtement, c'est pas le débat d'important. Moi, ils diront bien le nom qu'ils veulent, ça m'intéresse, je m'en fous. Décision au Congrès du 30 mai. Autre question pour les régionales. On a appris cette semaine que l'UDI ferait bande à part pour le premier tour, donc ne partirait pas en Rhône-Alpes avec la liste UMP conduite par Laurent Wauquiez. C'est Franck Régnier, donc le député de la Drôme, maire de Montélimar, qui portera les couleurs de l'UDI au premier tour, en rappelant qu'on peut modifier les listes pour le second tour. C'était un peu écrit à partir du moment où on choisissait Laurent Wauquiez à l'UMP. Écoutez, j'en suis pas persuadé. Moi, je regrette un peu cette situation. L'UMP et l'UDI ont vocation à travailler ensemble. On a travaillé ensemble pour la reconquête de la ville de Voiron. Donc il aurait fallu choisir Michel Barnier ? Non, je pense pas. Moi, j'ai soutenu Laurent Wauquiez. Je pense que c'est un candidat qui apporte de la fraîcheur, de l'envie, du dynamisme, mais en même temps qu'il a une certaine expérience. Ouais, vous savez, on peut pas refaire l'histoire et on peut pas faire l'histoire qui ne s'est pas écrite. En l'occurrence, est-ce que Michel Barnier aurait donné l'assurance que l'union se fasse, parce qu'il y a quand même d'autres facteurs qui rentrent en considération au-delà du choix de la tête de liste? J'en suis pas sûr non plus. L'UDI rejoindra le mouvement au deuxième tour. On a vocation à travailler ensemble naturellement, et plus tôt l'union peut se faire, mieux c'est, parce qu'on sait bien que le rassemblement, c'est le gage des victoires. Au départemental, il y a eu un électeur sur deux qui n'est pas allé voter, un abstentionniste sur deux électeurs. Donc, on a vu ressurgir ces derniers jours le fameux débat sur il faut rendre obligatoire le vote en France. Ouais, je pense qu'il faut surtout qu'on fasse en sorte que la vie politique retrouve suffisamment d'attractivité pour que les gens s'y intéressent et aient envie de voter de manière volontaire. Non, mais alors ça... Si on force les gens à aller voter et puis que parce que ça les intéresse pas ou qu'ils sont pas contents, ils votent n'importe quoi sans même savoir ce qu'ils votent, ça n'aura pas de sens non plus. On n'aura rien gagné. Le moyen de redonner de la crédibilité à l'action politique, c'est la transparence et la clarté. C'est que les élus soient en capacité de dire je fais ce que je dis ce que je fais, je prends des engagements qui sont clairs sur la base desquels vous pourrez me juger. Moi, je m'efforce de faire ça à l'échelle de la ville et à compter depuis quelques semaines à l'échelle du département. Je ne demande qu'une chose, c'est être jugé sur les actes et les réalisations. Julien Paulin, merci beaucoup d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à vous. Merci à tous de votre fidélité. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur notre site internet télégrenoble.net. Quant à nous, on a rendez-vous la semaine prochaine.